Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, merci d'être avec nous. Je me présente, je suis Christophe Rodriguez, directeur adjoint à l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. Et c'est un grand plaisir de vous accueillir cet après-midi pour qu'on parle ensemble de valeurs d'usage. Bon, tout ça, un mot chapeau pour dire du confort, du bien-être, de la santé. Vous allez voir que des bonnes choses. Avant d'attaquer, j'en profite du coup pour saluer Lorraine et Lise qui sont avec moi. Je vous laisse vous présenter. Du coup, le micro est chez toi. Ouais, Lorraine vas-y. Moirou, je suis manager chez Google Management et on a initié les travaux de valeur d'usage en 2014 chez nous avant d'aboutir à la création du hub dont on vous dira quelques mots juste après. Élise, tu peux parler sur le micro. Et bonjour, je suis Lise Nao, je suis consultante chez Google Management et je travaille avec Lorraine sur la thématique de la valeur d'usage pour le bâtiment. Très bien. Et puis j'en profite pour saluer l'ensemble des membres du Hub qui sont autour de moi. Il y a une quinzaine de personnes que vous ne voyez pas, dont certains qui sont en train de prendre un dernier café avant qu'on attaque le webinaire. Voilà, donc ils vous saluent chaleureusement et on les présentera tout à l'heure dans quelques instants. Et notamment, certains d'entre eux nous ont fait le plaisir d'être avec nous et on fera quelques focus sur différentes thématiques qu'on a étudiées ces derniers mois. Allez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Et du coup, on va passer sur… Lise, je te laisse passer la suivante. Alors, à l'ordre du jour, donc, on va se redire quelques mots sur le Hub Vibéo et sur cette notion de valeur d'usage qui va être un peu sous-jacente à toute la présentation qu'on fera. Ensuite, on prendra un peu de recul sur le contexte d'une étude que nous avons menée. Et à l'issue de ce webinaire, vous aurez l'occasion, on vous fera un mail avec le lien pour télécharger une publication qui est le fruit d'une étude de plusieurs mois qui a été menée avec les membres du Hub Vibéo. On vous présentera l'étude, les grandes conclusions. On peut faire un petit teasing. On a essayé de construire un peu une boussole de la valeur d'usage pour essayer d'aider, de faciliter, d'accélérer la mise en œuvre d'actions pour augmenter le confort et le bien-être dans des projets d'aménagement, de rénovation, de réaménagement d'espaces tertiaires. Et on fera 3 focus sur 3 fiches thématiques. Deuxième teasing, vous l'avez compris, il y aura des fiches thématiques avec des leviers d'action. Et on parlera de personnalisation des espaces, de biophilie, de qualité d'air intérieur. Puis ensuite, on se projettera sur les prochaines étapes, parce que le Hub Vibéo, ça n'est pas un sprint, c'est une course de fond qu'on fait depuis plusieurs années à présent et qui se poursuit avec différentes étapes qu'on mettra en lumière. Alors, on attaque tout de suite avec une présentation rapide du Hub Vibéo, de l'ADN, des travaux que nous menons. Alors, peut-être un chiffre clé sur la slide juste après. Peut-être que vous ne l'avez pas à l'esprit, mais lorsqu'on prend le temps d'analyser les dépenses d'une entreprise sur un lieu de travail, on obtient une clé de répartition qui parfois surprend un peu, pour ceux qui n'ont pas forcément les ordres de grandeur en tête. En fait, la partie énergie, on va parler un petit peu d'efficacité énergétique aujourd'hui, elle représente une partie assez faible finalement des dépenses en fait, quand on ramène tout ça au mètre carré, puisqu'on est à peu près sur 1%, c'est un ratio moyen. Ensuite, lorsqu'on regarde le loyer, pour le coup, on arrive à 9%, ce qui veut dire que loyer plus énergie, on arrive à peu près à 10% des dépenses. Et vous le voyez, on voit tout de suite sur ce schéma, finalement, 90% des dépenses pour une entreprise, c'est la masse salariale. Et donc, quand on a ces chiffres en tête, c'est intéressant parce qu'on prend du recul, on se dit, finalement, les 10% loyer plus énergie, quelque part, ils consistent à créer les conditions du confort et du bien-être et de la performance des collaborateurs. Et donc, ça vaut la peine de se poser la question de comment j'investis intelligemment ces 10%, puisque l'enjeu principal pourrait être, finalement, si on regarde ces ordres de grandeur, de maximiser la performance, le confort, le bien-être des collaborateurs. Et donc, on touche du doigt qu'il y a une valeur, qui est une valeur immatérielle, qui est susceptible d'être créée finalement par la conception d'un espace tertiaire, par les services, par tout un tas de paramètres. Et cette valeur, qui est immatérielle, on l'appelle la valeur d'usage. Eh bien, c'est ça l'ADN du Hub Vibéo. C'est un ensemble d'acteurs de l'immobilier et de la construction qui souhaitent accélérer la prise en compte de cette valeur immatérielle dans leurs pratiques immobilières quotidiennes. Et vous allez le voir, en plus de plein d'énergie positive, on s'est doté d'outils assez concrets et assez utiles. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sachez que le sous-jacent du Hub Vibéo, c'est des centaines d'études scientifiques qui ont été analysées, cartographiées, qui ont été digérées dans un outil qui est assez sympathique et qui va vous permettre de mesurer cette valeur d'usage en fonction de leviers d'action que vous décidez de mettre en place. Et donc, ayez-le à l'esprit, en fait, en fonction de chacun des critères, on a réussi à identifier des études scientifiques assez robustes, sérieuses, qui nous permettent de mesurer, finalement, quand je travaille sur l'éclairage, sur le confort visuel, sur la biophilie, sur le confort acoustique, on se rend compte que très concrètement, et c'est mesurable, on va créer des conditions de confort, de bien-être et donc de performance individuelle et donc collective.
Donc, le Hub Vibéo, c'est doté d'un outil qui est un petit peu l'un des piliers du Hub, c'est cet outil qui va vous permettre d'évaluer en différentiel un plan d'action par rapport à un autre plan d'action, et puis de regarder un petit peu en fonction des choix et des arbitrages d'actions que vous décidez de mettre en œuvre, quelle est potentiellement cette mesure de la valeur d'usage. Et la force de l'outil et de la méthode qui a été développée sur plusieurs années, c'est qu'on va pouvoir regarder des euros et se poser la question de temps de retour. Voilà. Et donc, l'objectif final, évidemment, étant de mesurer cette valeur et de motiver, de faciliter un passage à l'action. C'est aussi ça l'ADN du Hub Vibéo. Alors, en plus d'un outil, le Hub Vibéo, c'est pas que ça. C'est des acteurs qui souhaitent finalement résoudre un certain nombre de thématiques. On l'a vu ces dernières années, je ne vais pas faire des redites et vous reparler du Covid et du télétravail et du coworking. Tout le monde connaît ça par cœur, mais force est de constater que l'immobilier d'entreprise est encore en pleine mutation et a beaucoup de challenges à relever. Et donc, ça fait partie de l'ADN du Hub Vibéo de venir finalement questionner quelles sont les nouvelles reconfigurations de valeur dans l'immobilier d'entreprise et dans le tertiaire de façon plus large, de se doter d'outils de mesure concrets, performants, qui soient fiables, pour finalement définir quels sont les vrais déterminants de performance dans un bureau de demain, qui devra plus que jamais créer les conditions de l'innovation collective, du confort finalement, assez simplement juste donner envie aux gens de venir bosser au bureau plutôt que rester chez eux. Voilà, pour faire un petit clin d'œil à la discussion qu'on avait il y a quelques instants avec les membres du Hub. Voilà pour les objectifs du Hub. Et Lorraine, peut-être nous toucher quelques mots aussi sur l'observatoire qu'on a mis en place. Tout à fait. Alors, il y a 1 an ou 2, on a commencé à lancer ce qu'on a appelé l'Observatoire de la valeur d'usage. Donc, l'Observatoire de la valeur d'usage, c'est quoi? C'est l'agrégation de l'ensemble des évaluations qui ont pu être menées par les membres du Hub ou en extérieur pour essayer d'avoir des informations sur les différentes typologies de bâtiments et quelles sont les tendances qu'on va pouvoir observer, soit en termes de points forts, soit en termes de points faibles. Alors actuellement, notre observatoire, il comporte une trentaine d'évaluations de bâtiments et pour des notes moyennes de bâtiments qui sont autour de 12 sur 20. Et surtout, ce qui va vraiment nous intéresser ici, et je reviendrai dessus un tout petit peu après, lors de la présentation, c'est que les points positifs, les meilleures notes qu'on va retrouver sur les bâtiments, ils vont être autour de la personnalisation et l'aménagement de l'espace de travail. Donc, avec ce soit la possibilité de personnaliser son poste de travail notamment, ou alors la question de la variété et de la qualité des espaces. Donc ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans les points forts. On va en reparler un petit peu tout à l'heure avec Sébastien sur la question de l'aménagement. Et le deuxième point, c'est aussi pour ça qu'on avait choisi de mettre en valeur ces thématiques, c'est la question de la qualité de l'air. Il faut savoir que dans la majorité des évaluations qui nous ont été transmises dans le cadre de l'observatoire, le facteur limitant, je vous expliquerai un tout petit peu plus tard ce dont il s'agit, mais disons que le point faible des bâtiments de l'observatoire, ça va être la qualité de l'air intérieur. Et du coup, on reviendra dessus un petit peu après avec Géon. Maintenant qu'on vous a présenté un petit peu nos différentes thématiques de travail, qui participe au Hub aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de monde autour de la table que vous pouvez pas forcément voir à distance. Alors, le Hub Vibéo, c'est une dizaine de membres, dont des membres historiques qui travaillent sur le sujet avec nous depuis 2014 pour le format groupe de travail collectif et depuis 2008 pour ceux qui avaient entamé des sujets individuels avant qu'on prenne ce format collectif. Et cette année, on a vraiment une nouveauté aussi dans le format, c'est qu'on a une nouvelle communauté de bureaux d'études qui nous accompagne notamment dans la réalisation d'études thématiques, qui est composée de Géon, Elan et Artelier. Qu'on salue chaleureusement. Allez, on attaque par le contexte de l'étude. Alors, comme promis, un clin d'œil au dispositif éco-énergie tertiaire, le fameux décret tertiaire. En fait, je vais du coup vous raconter un petit peu l'histoire qui nous a amené à nous poser la question de la connexion entre la valeur d'usage et l'efficacité énergétique.
Éco-énergie tertiaire est un dispositif qui est en vigueur et qui engage le parc tertiaire dans une démarche d'efficacité énergétique, de sobriété énergétique jusqu'à 2050, avec différents paliers, 40% d'économie d'énergie en 2030, 50% d'énergie en 2040 et 60% d'énergie en 2050. Puis d'ailleurs, on en profite pour faire un clin d'œil, vous l'avez sûrement à l'esprit, il y a une échéance assez importante cette année. D'ailleurs, le ministère et l'ADEME parlent un peu d'une année d'apprentissage, puisqu'au 30 septembre 2022, on a une première échéance où bailleurs, locataires, propriétaires, utilisateurs, tout le monde va devoir saisir des données patrimoniales et des données de consommation dans la fameuse plateforme Opérate. Mais ça, c'est la première étape. Éco-énergie tertiaire, l'objectif, c'est pas uniquement de saisir des données dans une plateforme, c'est évidemment de s'engager dans une démarche d'efficacité énergétique, de collaborer, puisqu'il y a une co-responsabilité propriétaire et utilisateur, et donc de trouver des leviers d'action. Et on a pu constater, forcément, ces dernières années, tout le monde avait déjà des plans d'action, mais jamais les plans d'action n'ont été autant ambitieux. Voilà. Donc, tout le monde s'organise sur quel est le plan de bataille qui va me permettre de concilier de la sobriété, de l'efficacité énergétique et de réussir cette trajectoire d'efficacité énergétique. Et nous, la question qu'on s'est posée dans le IBO, c'est finalement de se dire comment on pourrait upgrader ces plans d'action et venir rajouter une petite couche de confort, de bien-être, parce que finalement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, la partie énergétique est tout à fait essentielle puisqu'elle connecte à des enjeux environnementaux et d'une échelle supérieure, mais un espace de bureau, notamment si on parle des bureaux plus particulièrement, c'est aussi un endroit où on va créer de l'innovation collective, on va créer les conditions d'une performance individuelle de collaborateurs. Donc on s'est dit finalement quels seraient les outils utiles et pratiques pour upgrader, pour améliorer les plans de bataille qui sont en train d'être mis en place d'un point de vue efficacité énergétique et venir ajouter un volet confort bien-être. Voilà un petit peu pour l'histoire. Et donc, si on poursuit, aujourd'hui, ce qui est assez génial, c'est que quand on parle d'efficacité énergétique, tout le monde a des codes. Ça fait des années et des années, ça fait presque 40-50 ans qu'on travaille l'efficacité énergétique. On sait tous que le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc, en fait, on a tous construit un peu un socle de pensée, une grammaire commune de c'est quoi l'efficacité énergétique. Et donc là, vous voyez un petit tabac, tout le monde a le sien, il y a différentes versions qui se baladent, il doit y en avoir un officiel. Du coup, malheureusement, celui-là, c'est pas celui officiel, c'en est un qu'on a fait nous-mêmes. Mais en tout cas, tout le monde sait à peu près qu'il y a 3 grandes catégories d'actions. Il y a des actions, on va plutôt travailler sur les usages, le comportement, les éco-gestes, un peu de mesure, et en tout cas, on va avoir des économies d'énergie qui peuvent être sympathiques, 10-15% avec des temps de retour assez courts. Puis ensuite, on peut travailler sur les systèmes, voire faire une rénovation globale d'un bâtiment avec des temps de retour qui sont plus longs, mais un impact beaucoup plus important, puisqu'on peut aller à 40, 50, voire 60% d'économie d'énergie. Alors, peut-être entre nous, là, il y a des gens qui sont des super experts et qui se disent « ça dépend », bien sûr que ça dépend, mais c'est quand même génial d'avoir un truc comme ça sur les genoux quand on se fait un plan de bataille. L'air de rien, on regarde un niveau de consommation sur un bâtiment, on l'analyse, puis tout de suite, on va avoir l'intuition qu'il y a un certain nombre de bouquets qu'il faut activer si on veut réussir à améliorer son efficacité énergétique. Le constat qu'on a dressé dans le hub, c'est qu'on s'est dit « pas de peau, on n'a pas exactement la même chose pour le confort et le bien-être ». Si je prends par exemple la personnalisation des espaces, on en parlait à taf tout à l'heure, ou je prends la biophilie, on a l'intuition que c'est susceptible d'améliorer le confort. Mais si on me demandait est-ce que ça impacte beaucoup, pas beaucoup, vite, pas vite, et puis si je devais prioriser des choses, qu'est-ce qu'il faudrait faire, on s'est rendu compte, on a fait un peu le constat entre nous que c'était pas si simple. Et on s'est dit ce serait assez génial d'avoir un peu la même boussole sur cette notion de qualité d'usage et donc de valeur d'usage. Et donc on s'est lancé à l'aventure de cette démarche et on a fait une étude assez structurée qu'on va vous présenter aujourd'hui, avec des résultats plutôt sympathiques. Bon, nous, on est assez contents de nous, mais vous serez juge de paix. Et donc, on peut poursuivre, on va vous montrer un petit peu comment on s'y est pris. Alors, nous, notre ambition, c'était d'aboutir à une boussole. Donc, d'un côté, on a fait une démarche assez scolaire, on a listé tous les leviers possibles. Et puis ensuite, sur chacun des leviers, on a cartographié les actions envisageables et on a essayé de définir un peu une notion de merit order, c'est-à-dire qu'en fonction des leviers que j'active et des actions que je mets en œuvre, quels sont les impacts concrets que je vais être capable de mettre en œuvre dans le cadre spécifique d'une rénovation. Je fais cette parenthèse, elle sera refaite par la suite. Puis on s'est dit, est-ce qu'il y a possibilité de faire un peu une cartographie dans le cadre d'une rénovation, en se disant, si on avait ces codes, voilà, si on avait ces intuitions-là, peut-être que ce serait pratique pour se dire, ce programme-là, je vais rajouter quelques actions, finalement, je ne suis pas à l'abri de rajouter du confort pour mes collaborateurs, ça peut être sympathique. Donc voilà un petit peu la méthode de l'étude. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des résultats assez intéressants. Ça n'a pas été simple, et donc on va prendre le temps de décrypter un petit peu avec vous comment on s'y est pris les résultats, sachant que je vous l'ai dit en teasing, vous aurez accès à la publication à l'issue de la présentation qu'on vous fait aujourd'hui. Et Lorraine, je te laisse la main pour nous présenter le résultat de l'étude.
Alors, les résultats d'études, il faut savoir que c'est, dans un premier temps, comme l'a dit Christophe, une agglomération de 8 fiches thématiques sur les thématiques que vous voyez s'afficher à l'écran. Alors, pourquoi travailler sur ces thématiques particulièrement? Pour ceux qui ont un petit peu l'habitude des sujets qu'on peut aborder dans le cadre de la valeur d'usage, ça va être des thématiques qui vont influencer la performance, la valeur d'usage du bâtiment. Et c'est des thématiques sur lesquelles un lien académique a pu être prouvé entre ce type de thématique et la performance au travail. Donc c'est pour ça qu'on a repris ces thématiques-là qui, on sait, ont un lien prouvé entre action et valeur d'usage. Par exemple, une thématique qui ne figure pas dans cet axe-là, c'est par exemple la qualité de l'eau au quotidien. Il y a dans un bâtiment de bureau, il n'y a pas d'études académiques qui prouvent qu'il y a un lien entre performance au travail et qualité de l'eau du robinet, par exemple. Donc, du coup, cette thématique ne figure pas dans les axes qui sont étudiés aujourd'hui. On a travaillé que sur des thématiques dont le lien a été prouvé par une étude académique. Donc, chacun de ces axes fait l'objet d'une fiche thématique. Ensuite, ce qui est important, j'en ai parlé un petit peu en introduction quand je vous ai présenté l'observatoire. Il y a une notion qui est assez importante dans notre étude, c'est qu'on va toujours avoir une notion de facteur limitant. C'est comme ça que ça intervient dans le calcul de la performance de la valeur d'usage. En fait, il y a toujours un paramètre qui va imposer sa marche à tous les autres quand on parle de performance. Par exemple, imaginez, vous avez un bâtiment extrêmement bien conçu avec un aménagement qui serait au top, avec des qualités acoustiques qui seraient incroyables, mais vous travaillez dans le noir. Dans ce cas-là, votre performance va être nulle ou quasi nulle. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir effectivement un ensemble de paramètres qui soit au top, mais ce n'est pas la moyenne de ces paramètres qui est importante, c'est le dernier qui va un peu imposer la marche aux autres, plus le cocktail de l'ensemble de tous les autres paramètres. Donc cette notion de facteur limitant, c'est ce qu'on a observé dans l'observatoire, c'est souvent la qualité de l'air dans notre cas, et on sait que quand on va agir sur le paramètre qui est le dernier, ça va pouvoir permettre des gains plus importants. C'est un peu la même chose en efficacité énergétique, on pourrait imaginer. Si votre facteur limitant, c'est l'isolation, vous allez d'abord devoir travailler sur l'isolation avant de travailler sur d'autres facteurs. Si votre isolation, elle est déjà très très bonne, votre facteur limitant, ce sera peut-être le renouvellement de l'air ou alors les paramètres de confort, mais il s'agit d'identifier celui qui pose problème, j'ai envie de dire, pour pouvoir avoir les gains les plus importants. Ça fonctionne un petit peu de manière en efficacité énergétique, même si on n'appelle pas ça forcément donc concrètement, en fait, et ça c'est vraiment la puissance de la méthode qui a été mise en œuvre, si la qualité d'air intérieur est le facteur limitant, la seule façon de libérer le potentiel de tous les autres, c'est quand même de travailler un petit peu ce sujet-là en premier. Donc on commence à toucher du doigt cette histoire de merit order. Donc c'est déjà un premier petit succès, mais vous allez voir, on a fait d'autres choses derrière. Alors, dans l'idée de reproduire la BAC d'efficacité énergétique qu'on vous a présentée tout à l'heure, on a calculé, comme dans cette ABAC-là, des retours sur investissement. Alors, les retours sur investissement, on va les calculer comment? D'un côté, on va mettre l'ensemble des coûts des investissements pour la mise en œuvre d'une action, et de l'autre côté, on va regarder le gain qu'elle apporte en valeur d'usage, c'est-à-dire en performance des occupants. Dans toute l'étude qu'on vous présente, on n'a pas sommé ces gains-là avec d'autres gains qui pourraient être liés à l'efficacité énergétique. Donc, on s'intéresse vraiment au plus qu'apporte la valeur d'usage, mais ces gains peuvent être sommés avec d'autres gains si l'action sert à la fois pour améliorer de la valeur d'usage ou à la fois pour justement améliorer l'efficacité énergétique, par exemple dans le cadre de bouquets de travaux qui pourraient être mis en place pour répondre à ces exigences ou atteindre ces objectifs fixés par le dispositif éco-énergie tertiaire. Donc du coup, on va reproduire un petit peu on a réussi à reproduire cette ABAC d'efficacité énergétique, mais en l'appliquant à la valeur d'usage, en étudiant un certain nombre d'actions qui portent sur les 8 thématiques qu'on a pu vous présenter, qui sont effectivement des composantes de la valeur d'usage. Donc, chacune des fiches thématiques qui font l'objet en fait de notre étude notamment liste un certain nombre
d'actions. Il y a pas, cette liste n'a pas vocation à être exhaustive, mais qui sont des actions qui sont un petit peu courantes ou classiques pour voir si telle action avait un retour sur investissement plus ou moins important. Donc, on a utilisé des fourchettes pour faire ces calculs de ROI et on a fait les simulations sur un bâtiment type qui serait de 3000 m², qui aurait des caractéristiques représentatives de la moyenne du parc. Donc, on fonctionne toujours par comparaison en valeur d'usage et du coup, on a testé ces différentes hypothèses pour voir quel type de retour sur investissement ça pouvait apporter. Et on arrive à la conclusion de cette étude directement. Alors, on va à présent vous présenter les conclusions de l'étude. Donc, on va y aller pas à pas. Bon, déjà, avant de rentrer en vif du sujet, vous avez commencé à le voir, on constate finalement il y a des actions qui parfois n'ont rien à voir avec l'efficacité énergétique, mais qui sont susceptibles d'être embarquées dans des programmes de rénovation qui, eux, pourraient être dans une rationalité d'efficacité énergétique. Donc ça, on le signale dans les fiches thématiques. Et à l'inverse, parfois, on a des actions qui sont susceptibles d'augmenter la consommation d'énergie ou les diminuer, et ça, vous le retrouvez systématiquement dans les fiches thématiques. Lorraine l'a dit, hein, les fiches n'ont pas vocation à lister toutes les actions possibles et imaginables, mais l'idée, c'est surtout d'avoir à l'esprit les leviers importants qui pourraient être activés et puis comment les combiner intelligemment avec des actions d'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc là, on repart du cahier des charges qu'on s'était donné. On regarde en ordonnée, on a une notion de gain de performance, puis en abscisse, une notion de temps de retour. Et nous, vous l'avez compris, on a essayé de transformer ça en gain de performance lié à la qualité d'usage, en temps de retour lié à l'impact sur la performance individuelle et donc collective des collaborateurs dans un espace tertiaire. Et donc, on obtient les résultats suivants qu'on va vous présenter sympathiquement avec Lorraine. Première étape, on s'est très vite aperçu qu'il y avait deux familles d'actions. Il y a des actions qui sont plutôt en bas à gauche avec des temps de retour assez sympathiques, assez courts et des impacts variables, mais qui sont très souvent liés à des actions qu'on a appelées mobilières. Les actions mobilières, c'est des actions qui sont assez facilement couplables avec, par exemple, des travaux de réaménagement, dans le cadre de la rotation, d'une rotation de bail, par exemple, où là, on va être sur des terminaux, sur du mobilier. Donc, tout programme où on va intervenir potentiellement sur du mobilier, de l'aménagement d'espace ou des terminaux, bah, vous allez le voir qu'il y a un certain nombre de familles d'actions qui peuvent être mises en œuvre. De l'autre côté, on est plutôt sur de l'immobilier, sur des approches globales. On ne va pas pouvoir forcément le faire de façon locale, ça va être des approches un peu plus globales, qui sont susceptibles d'être donc beaucoup plus onéreuses, parfois avec un impact beaucoup plus lourd, mais du coup avec des temps de retour qui ne sont pas forcément toujours très bons. Ça, c'est la première dichotomie qu'on souhaitait vous présenter, qui nous a semblé importante. Et puis ensuite, on va y aller pas à pas, et donc on commence par le premier levier d'action qu'on a identifié, qui est l'aménagement. Alors, le premier, justement, cette thématique de l'aménagement, alors elle occupe une énorme place dans notre matrice parce que Sébastien vous en dira un mot un petit peu après. Il y a tellement d'actions différentes qui rentrent dans la question de l'aménagement qu'on va avoir à la fois des actions qui vont avoir des retours sur investissement plutôt courts et d'autres qui vont être un peu plus significatives. Et ça va toucher à la fois à la qualité de l'agencement, à la fois à la variété. Et ça, je vais pas trop spoiler la présentation suivante sur ce sujet-là de l'aménagement, mais en tout cas une variété de retours sur investissement qui est assez importante sur cette thématique-là. Alors ensuite, on poursuit. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat si ça vous convient, et puis on fera des petits moments de césure pour y répondre. Le deuxième volet d'action qu'on a identifié, c'est la personnalisation des espaces. Et là, du coup, ça fait partie un peu des enseignements clés de l'étude. On en reparlera dans quelques instants. Là, je ne vois plus le… Non. Je ne vois plus l'écran. Ne partage plus ton écran. Là, il n'y a plus ton partage d'écran. Là. On a un petit bug, mais je continue à présenter. Ouais, c'est revenu. Et donc, la personnalisation des espaces, on arrive à des temps de retour qui sont incroyablement faibles, avec des impacts qui sont variables, mais qui peuvent être quand même tout à fait intéressants. Et là, en fait, on s'est rendu compte très simplement qu'il y a plein de petites actions qui sont faciles à mettre en œuvre et qui fonctionnent très, très bien. Vous le verrez en découvrant en analysant les fiches. Ça nous a un peu interpellé parce qu'on s'est dit il y a quand même une tendance au flex office, etc. Donc, est-ce que tout ça, c'est pas antinomique avec la personnalisation? Et le fait est que non. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va avoir des exemples assez concrets. On peut quand même imaginer des espaces où on va personnaliser, par exemple, à l'échelle d'une équipe ou d'un service. Donc, il y a des choses qui sont faisables et on a essayé de les mettre en lumière de façon très concrète et opérationnelle
dans nos études. En tout cas, la personnalisation s'avère être un quick win. Voilà, c'est des gains très très rapides. Il y a pas mal de petites choses sympathiques qui peuvent être faites. Ce serait dommage de s'en priver. Voilà, ça a été l'un des grands enseignements du travail qu'on a mené. On poursuit avec l'action suivante. Alors, l'action suivante, c'est le confort visuel. Donc là, on va se retrouver un peu à l'intersection des actions immobilières et mobilières parce qu'on va avoir des actions qui vont être directement liées à l'apport de lumière extérieure qui là, dans ce cas-là, vont être effectivement très structurelles et qui vont avoir aussi des retours sur investissement plus longs puisque les investissements en eux-mêmes pour un gain équivalent sont beaucoup plus importants. Donc, on va retrouver une première famille d'actions voilà, qui serait plutôt sur le haut à droite de mes actions de confort visuel dans la partie immobilière qui sont liées à l'apport de lumière extérieure, donc des parois vitrées toute hauteur notamment, ou un certain nombre d'actions qui touchent à cet apport-là. Et d'un autre côté, donc sur une partie un petit peu plus large, on va avoir des familles d'actions qui sont plus mobilières pour permettre de compenser j'ai pas envie de dire des défauts structurels, mais en tout cas des qualités ou des défauts structurels à l'échelle du poste ou à l'échelle du lot, par exemple par l'apport de solutions d'appoint, par l'intégration de stores ou de systèmes permettant de régler les paramètres de luminosité, que ce soit de la lumière artificielle ou de la lumière naturelle. On a aussi des choses qui se voient à l'échelle plutôt du lot, avec des parois vitrées, voire sans parois, qui permettent effectivement d'avoir un apport de lumière extérieure, même sur des bâtiments qui sont assez grands. Et ce qui fait qu'on retrouve des gains de performance qui sont toujours à peu près entre faibles et moyens, mais sur des retours sur investissement entre actions mobilières et immobilières qui vont être là encore un petit peu plus variés. Voilà, vous l'avez bien à l'esprit, hein, quand on parle de temps de retour, on est bien sur une analyse de mesure de valeur d'usage en euros, avec la méthodologie qu'on vous a présentée en préambule. Hein. On a un outil scientifique qui nous permet de faire cette mesure, versus des euros qu'on dépense pour mener une action. Allez, on poursuit avec l'action suivante. Donc, le confort acoustique, Laurent, tu peux nous en toucher quelques mots. Là, on est un peu moins bon en temps de retour. Oui, le confort acoustique, il nous a un petit peu interpellés parce qu'il arrive dans une zone de retour sur investissement qui est assez long. Et ça s'explique pourquoi? Parce que la valeur d'usage telle qu'on l'a fait dans cette étude, on a comparé avec un bâtiment moyen, un bâtiment standard, puisque la valeur d'usage se mesure toujours par comparaison. Et il se trouve que notre bâtiment standard dans le cadre de l'étude et dans le cadre de l'outil, il est tout en bureau cloisonné et du coup, il n'a pas tellement de problématiques acoustiques. Donc, en fait, le gain par rapport à ce bâtiment-là fait qu'on a un gain qui est plus faible, effectivement, et du coup, pour des actions qui vont être plus importantes, donc l'intégration de matériaux phoniques isolants ou des choses qui demandent des travaux à l'échelle du bâtiment et de manière pour toucher l'ensemble des postes, on va avoir un retour sur investissement qui est assez long, ce qui n'est pas du tout le cas si vous partez d'un bâtiment qui a déjà des problèmes acoustiques forts. Là, votre gain sera significatif. C'est un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure. Si le facteur acoustique est votre facteur limitant, vous avez des problèmes phoniques, là, vous allez avoir des retours sur investissement très rapides. Il se trouve que par rapport à notre bâtiment de référence, il n'avait pas tant de problématiques que ça niveau acoustique, ce qui fait qu'on ne voit pas un retour immédiat, mais dans un cas d'autres situations, on pourrait observer des retours sur investissement beaucoup plus importants. Alors on enchaîne, là on vous présente une synthèse, hein, vous l'avez compris, après il y a des fiches thématiques assez détaillées. Alors ensuite on a la biophilie. La biophilie, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément en tête, donc ça va être vraiment, on va inviter la nature et le vivant dans les espaces tertiaires ou à l'extérieur d'ailleurs. Et là on constate qu'on a un impact qui est un peu plus faible que d'autres actions, mais avec des temps de retour qui peuvent être très très intéressants. Et là, pour le coup, il y a différents types d'actions, des actions mobilières. On peut inviter la nature dans les espaces, dans un programme d'aménagement, mais on peut aller beaucoup plus loin, hein, et donc on peut avoir des niveaux d'investissement qui sont beaucoup plus significatifs. Tout à l'heure, on vous présentera un exemple d'action très concrète qui ont pu être mis en œuvre. Mais on voit en tout cas que la biophilie, c'est une action qui est intéressante et qui peut avoir des temps de retour aussi très très importants. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Et c'est assez intéressant parce que dans la question de la biophilie, on peut voir des actions très très ponctuelles qui peuvent être dans des espaces communs ou à l'entrée, comme des options de végétalisation complète de bâtiments et de bureaux qui n'auront pas du tout le même retour sur investissement. Donc c'est pour ça que ça fait des sortes de bouquets d'actions et des espèces de zones, c'est qu'on a à la fois différentes actions qui
sont plus ou moins impactantes selon leur échelle de mise en œuvre et qui auront aussi des coûts un petit peu variables. Allez, il me semble qu'il reste encore 2 leviers, et puis après on rentrera un peu dans des exemples concrets avec des illustrations. Le confort hygrothermique, alors là on a une très très large plage d'action parce qu'il y a de très très nombreux types de sujets, et on constate qu'on peut avoir un très 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 fort impact. On a un petit peu l'intuition, mais en tout cas c'est le résultat auquel on est arrivé. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a un large panel d'actions? Tout simplement parce que le confort hygrothermique, ça peut être différents sujets. Ça peut par exemple être travailler sur le confort d'été, où on est susceptible de ne pas être sur l'ensemble de l'année, sur quelques jours, quelques semaines par an, voire quelques mois, avec des solutions qui peuvent être passives, assez faciles à mettre en œuvre, ou des solutions peut-être plus complexes, qui peuvent même consommer de l'énergie, qui peuvent être des solutions actives. Le confort hygrothermique, ça peut être des actions de proximité. On va travailler sur des réglages fins, sur la possibilité pour un utilisateur d'agir directement sur son confort, avec des impacts qui peuvent être intéressants. Mais on peut agir de façon beaucoup plus lourde avec une rénovation énergétique globale, par exemple, qui va permettre de travailler l'enveloppe du bâtiment et donc de maximiser le confort des utilisateurs. Donc c'est pour ça que le confort hygrothermique, c'est après l'aménagement l'un des plus gros pavés. Vous le verrez dans les fiches thématiques, parce qu'il y a une très très large diversité d'actions. Soit on va travailler en proximité, faire du réglage fin, soit on peut avoir des actions beaucoup plus lourdes et du coup beaucoup plus importantes. Mais là, on voit qu'on commence à être sur les plus gros impacts de gains de performance qu'on a pu identifier. Donc, c'est quand même intéressant de le signaler. Et je crois qu'on termine par la dernière action, la qualité d'air intérieur, qui ressort comme étant le plus impactant avec certaines actions qui ont des temps de retour qui sont extrêmement courts. Donc là, je refais le clin d'œil à ce qui a été mentionné par Lorraine. Tout dépend évidemment toujours d'où on part, mais c'est un peu comme pour la matrice d'efficacité énergétique. Est-ce qu'on fait tout le temps 15% d'économie d'énergie quand on travaille sur les usages? Non. En tout cas, ça donne des ordres de grandeur et on se rend compte que assez souvent, la qualité d'air intérieur mériterait d'être travaillée, optimisée. Et du coup, fatalement, dès qu'on commence un petit peu à y travailler, on est susceptible d'avoir des impacts très, très significatifs avec des temps de retour importants. Donc peut-être qu'il y avait 2 messages à retenir de cette suprasynthèse qu'on vient de vous présenter rapidement. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous délecter des fiches thématiques que vous découvrez dans la publication. Nous, ce qui nous a vraiment heurté, et puis vous pourrez réagir aussi, je crois qu'il y a quelques premières questions qui ont été posées dans la fenêtre de chat. Nous, on a été assez interpellés par la personnalisation, où on se rend compte que même s'il y a des tendances un peu au flex office, il y a plein de choses qui sont faisables. Du coup, on va en reparler dans quelques instants. Et puis, la qualité d'air intérieur qui ressort quand même comme un facteur très important. Et là, pour le coup, souvent, il y a des questions. Est-ce que je peux confier de la qualité d'air intérieur et de l'efficacité énergétique? Donc, on est en plein dans le sujet. Et on le verra, pareil, il y a pas mal de choses sympathiques qui peuvent être faites assez rapidement avec des temps de retour très, très intéressants. Voilà un petit peu pour cette première ébauche de boussole. Alors, c'est un travail de fond, c'est un premier milestone, entre guillemets, qu'on vous présente aujourd'hui. Mais vous vous en doutez bien, on sera très heureux d'être challengé lourdement par tout un tas d'acteurs qui vont apporter un œil critique sur cette boussole. Et puis, au gré de l'évolution de notre observatoire, on sera heureux de la versionner, de la faire évoluer, de la faire grandir, et puis de la fiabiliser avec votre aide et vos interventions. Voilà pour la partie synthèse d'études. Est-ce qu'il y a éventuellement une ou deux questions qu'on pourrait prendre avant d'enchaîner? Je regarde rapidement. J'en ai une pour bien fixer le cadre de l'étude. On est d'accord que ces résultats-là sont faits sur des actions à mener sur un bâtiment déjà construit. Oui. Ouais. Un bâtiment à construire. Tout à fait, tout à fait. Donc là je le. Tout à fait, tout à fait. Alors là, il y avait une petite remarque qu'on faisait entre nous pour que ce soit bien clair, parce que tout le monde n'entend pas, le micro est assez loin. Donc là, on voulait juste bien préciser que c'est une étude on va vraiment adresser des bâtiments dans le cadre d'une rénovation. On n'est pas sur de la construction neuve. Très bien. Parce que ça, honnêtement, dans la manière dont ça a été présenté, ok, très bien. Comme ça. Très bien. Donc ça, c'est une ouais. Juste un exemple. Alors, le confort, j'en ai juste un. Fabien, les gens n'entendent pas, donc il faut que je répète au fur et à mesure. Donc, il y a une intervention sympathique qui a été faite de bien avoir à l'esprit qu'on parle de rénovation. Donc ça, merci pour la précision. Donc, on sera vigilant à ce que ce soit bien clair. Et du coup, sinon, effectivement, on pouvait se dire, est-ce qu'on est sur des constructions neuves ou est-ce qu'on est sur des rénovations? Est-ce qu'il y a une autre question éventuellement qu'on pourrait prendre en ligne? Alors, attends, j'essaie de regarder. Je suis le seul à avoir accès aux questions. Je suis le seul à avoir accès aux questions, donc j'en vois une que je vais lire. Très intéressant comme travail. Actuellement, dans le bureau où je suis, nous n'avons... Alors, j'essaie de lire la question, j'ai un peu du mal, je vais y arriver. Nous avons une grande problématique liée à l'occupation des lieux, car après la pandémie, on est occupé à 20%. Pour autant, nous avons tout un aménagement pour améliorer la qualité de vie des occupants. Y a-t-il un indicateur qui est lié au confort de vie entre je travaille à la maison et je travaille au bureau?
Lorraine, je te laisse répondre. Oui, je peux répondre directement. Il y a quelques mois, avec le Hub, on a mené une étude justement de comparative entre valeur d'usage à son domicile versus valeur d'usage dans les bâtiments de bureaux. Et il se trouve que les deux n'ont pas les mêmes qualités et n'ont pas les mêmes points forts. Donc, notamment sur des questions de qualité de l'air intérieur, chez soi, en moyenne, hein, pour des bâtiments moyens, on a toujours des exemples, des contre-exemples à ces généralités. Mais on va avoir, par exemple, un confort acoustique qui va être, par exemple, peut-être meilleur, disons, et une qualité de l'air qui sera moins bonne à domicile, alors que le bâtiment de bureau offrira d'autres qualités. Et il y a un petit peu un équilibre à trouver entre ces situations. Si vous avez un bâtiment de bureau qui offre toutes ces qualités, vous y serez mieux qu'à la maison, et inversement, si votre logement a toutes les qualités et vous travaillez dans un environnement dégradé, vous aurez plus tendance à privilégier cette option de télétravail. Et pour nuancer un petit peu cette étude, elle n'était pas faite sur du 100% télétravail, mais sur une option à 2 jours par semaine, qui semblerait être le pic de performance autour duquel les études académiques se retrouvent pour justement trouver cet équilibre-là. Je suis sûre de répondre totalement à la question. Yes, merci. Du coup, n'hésitez pas, effectivement, on avait fait cette étude, donc vous pourrez la retrouver sur notre site internet, je pense, assez facilement. Et puis sinon, n'hésitez pas à me contacter et puis on vous donnera l'accès. Je regarde la montre, je vous propose peut-être qu'on passe à la deuxième partie du webinaire, où on avait à cœur du coup de rentrer un tout petit peu plus dans le détail sur 3 thématiques qui ont suscité notre intérêt. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Et donc je coupe mon micro et je laisse la parole à Sébastien. Voilà, la leçon est activée, donc normalement tout le monde entend, tu peux y aller. Bonjour à tous, donc je suis Sébastien Nolot, je suis consultant Workplace chez Chorus. J'accompagne les clients de Chorus dans la transformation de leurs espaces, mais aussi dans la transformation de leur façon de travailler, les nouveaux modes de travail. Alors effectivement, Lorraine et Christophe l'ont bien expliqué, l'enjeu de la personnalisation des espaces est très important si l'on veut vraiment améliorer la qualité d'usage et finalement le bien-être des collaborateurs. Vous savez bien, l'homme est un animal social, mais aussi un animal spatial. Et effectivement, c'est quand on rentre dans un environnement, on veut qu'il soit rassurant, on veut qu'il soit apaisant et aussi sécurisant. Et en fait, effectivement, avec le développement aujourd'hui du flex office, on voit qu'il y a peut-être un peu des dissonances. Souvent, on souhaite faire des environnements de plus en plus flexibles, de plus en plus modulaires, peut-être même réversibles. Et certains chefs d'entreprise, maîtres d'ouvrage, pensent que en dépersonnalisant l'espace, ça sera peut-être plus facile à moduler l'espace. On l'a bien vu ces dernières années, voilà, quand on développe le flex office à l'échelle de bâtiments entiers, le retour d'expérience des collaborateurs, c'est souvent une perte de repère finalement. Voilà, on trouve plus son territoire. On voit de plus en plus aussi une question qui est intervenue juste auparavant. Avec le flex office, voilà, certains espaces, certains grands sièges se désertifient voilà, ça pose un vrai problème. Donc effectivement, la personnalisation des espaces est peut-être un enjeu fort à retrouver dans les nouveaux environnements de travail. Chez Chorus, et donc c'est pour ça qu'on voit que le retour d'investissement effectivement est peut-être assez rapide, parce que on va peut-être pas travailler sur une solution mobilière ou une solution immobilière, mais on va plutôt travailler un peu plus sur l'humain et plutôt ce sentiment d'appartenance, et comment on va réussir à embarquer les collaborateurs dans un sentiment d'appartenance sur leurs espaces de travail. Ça, on va le retrouver à plusieurs échelles. Effectivement, lorsque je vais dans mon environnement de travail, je suis fier de faire partie d'une communauté de professionnels pour partager les mêmes valeurs et la convivialité aussi avec mes collègues. Donc ça, c'est vraiment à l'échelle du bâtiment. Ensuite, on va pouvoir travailler aussi sur le sentiment d'appartenance à une équipe. Alors, de plus en plus, on voit apparaître la notion de territoire dans un bâtiment. Effectivement, c'est hyper important.
quand je rentre dans mon environnement de travail, j'ai besoin d'aller retrouver les gens qui me sont proches, partager les mêmes objectifs, partager la même vision, la même vision de mon métier. Et puis au final, on devient de plus en plus microscopique. C'est fier d'être soi-même finalement quand on rentre dans un bureau, et c'est possibilité de partager, pourquoi pas partager mes passions, partager la photo de mes proches qu'on retrouvait auparavant sur son bureau individuel. Là, pourquoi pas pouvoir l'afficher dans mon territoire d'équipe. Donc ça, tout ce sentiment d'appartenance, finalement, on va pouvoir aussi le retrouver à différentes échelles dans le bâtiment. Donc, tout d'abord, voilà, au niveau global sur la coque du bâtiment, au niveau du territoire et ensuite au niveau du poste de travail. Alors, je vais illustrer un peu voilà, cette cartographie que l'on fait de la personnalisation des espaces avec des exemples voilà, d'espaces conçus par Chorus, mais aussi des exemples du benchmark que l'on fait sur les environnements de travail. Alors, tout d'abord, un premier exemple, Nexity. Donc là, c'est une société, un projet que j'ai accompagné. Donc, c'est 600 personnes à Lyon. L'objectif de Nexity était de regrouper 9 de ses filiales pour créer une plateforme de services liée à l'immobilier. Alors souvent, ces 9 filiales, c'est des personnes qui ne se connaissaient même pas. Et donc, comment créer ce sentiment d'appartenance à un groupe avec des métiers différents. Donc, avant l'emménagement, on a créé avec les ambassadeurs différents ateliers pour voir quel était le fil rouge qui allait créer cette appartenance au groupe et à cette plateforme de service. Donc, on a fait un petit cahier des charges qu'on a envoyé ensuite à un plasticien. Et donc, le plasticien qui est en cours de sélection est Birdie Kids. Alors, c'est quelqu'un qui fait c'est 2 personnes qui font de l'art urbain, qui sont assez connues sur Lyon. Et donc, il nous a proposé 2 choses. Tout d'abord, de faire une fresque. Donc, vous voyez 2 exemples en haut, et qui puisse incarner le métier de Nexity et le métier de cette plateforme de l'immobilier. L'objectif, c'est que cette fresque vive aussi en fonction des nouveaux projets que Nexity peut gagner, peut développer. Et ensuite, c'est de créer un événement lors de l'onboarding, lors de l'inauguration du bâtiment. C'est de créer une sorte de sculpture où chaque collaborateur pourra dessiner avec les couleurs de l'artiste Birdie Kids et que ça soit une sculpture qui reste à l'intérieur du bâtiment. Donc, c'est aussi le symbole de la contribution. Effectivement, tous les collaborateurs auront participé à cette inauguration et auront pu contribuer à la création de cette sculpture. Voilà. Donc, ça, un exemple intéressant voilà, que l'on crée juste à l'arrivée à l'inauguration du nouveau site de Nexity. Un deuxième exemple, encore sur Lyon, LDLC, c'est leader dans la vente en ligne de matériel informatique. Et donc là, pareil, aussi le jour de l'inauguration, une énorme boîte de Lego a été amenée aux collaborateurs et on leur a proposé finalement de créer leur avatar en Lego avec différents costumes. Voilà, vous voyez les différents personnages Lego. Et là, c'est pareil, je rentre dans le bâtiment, je suis fier j'ai ma petite figurine, je sais que voilà, je fais partie de cette communauté et j'ai exprimé aussi ma personnalité voilà, en créant mon petit avatar. À l'échelle, voilà, on voit aussi, bon là, Carglass, des solutions beaucoup plus simples. On est plutôt à l'échelle du territoire. Voilà, juste un tableau avec des petits fils où on crée, où on met en place des photos. Effectivement, quand on arrive à la direction des opérations, on sait que tous ces gens font partie de ce territoire. C'est des choses simples. Finalement, voilà, on voit que la personnalisation des espaces, on va pas mettre en œuvre des énormes investissements, mais c'est l'agrégation de plein de petites choses simples qui ont créé un sentiment d'appartenance. Je reviens sur LDLC aussi, toujours au niveau du territoire. Effectivement, en fait, la population de LDLC, c'est plutôt des gens de l'informatique, plutôt des gamers. Et voilà, là, pour incarner ce que l'on est, de faire partie de cette communauté, voilà, ils auront acheté des sièges de gamers, voilà. Et voilà. C'est des petites anecdotes, mais bon, qui fait que on se sent dans sa communauté.
Dernier exemple au niveau de la communauté, Alfi. Donc Alfi, c'est une société plutôt industrielle spécialisée dans le coffrage et l'étaiement dans le gros œuvre. Mais là, pareil, ils ont créé voilà un petit forum pour faire des conférences. Mais on retrouve toujours l'attachement au métier. Et là, c'est le casque et chacun a son casque avec son nom dessus. Et voilà, je suis fier de pouvoir poser mon casque et je fais partie de l'équipe et de l'entreprise. Des choses aussi assez simples. Ça, c'est une start-up dans la mobilité soutenue par la SNCF. Donc, ça part d'abord sur une volonté de faire de la signalétique sur les territoires. Effectivement, je sais que ici c'est la compta, je sais ici que c'est les opérations. Mais il y a une chose qui a été faite qui est un peu plus, c'est de montrer quel est le métier et quelle était ma contribution aussi à l'objet final que l'entreprise porte. Et ça, c'est assez important. C'est aussi un sentiment de reconnaissance de tous les métiers. Effectivement, il y a toujours des back-office. OK, c'est le back-office, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ben là, on l'a écrit clairement. Et effectivement, c'est l'expertise IT. Mais qu'est-ce que tout ce groupe-là fait dans ce territoire? Et là, c'est pareil. Ça, voilà, je le redis, c'est un sentiment de reconnaissance. Chacun, tous les métiers sont reconnus dans l'entreprise. Ben juste voilà par un petit kakémono. C'est pas des choses qui coûtent très cher, mais c'est encore une petite chose qui apporte un sentiment d'appartenance. Pareil, alors la personnalisation des territoires, ça c'est des choses voilà un peu plus classiques, mais donc là chaque équipe avait un petit endroit de convivialité et là on a proposé aux équipes que chacun puisse personnaliser son territoire. Alors pareil, on travaille encore sur la signalétique. Voilà, là on voit c'est le territoire des opérations. Et juste après, voilà, le territoire du marketing où c'est carrément un environnement différent où voilà, on a pu créer aussi un peu de street art. Enfin, on a mis en œuvre du street art dans le petit territoire de convivialité. Également, à travers le territoire, alors ça, c'est une entreprise que je commence à aménager, à accompagner. Et j'aime bien faire toujours un peu des rapports d'étonnement quand je rentre dans les entreprises. Et donc là, c'est une société, c'est Teledyne, spécialisée dans l'optique. Ils créent de l'optique pour les satellites. Et donc là, ils avaient travaillé. Alors, vous voyez, c'est un énorme plateau de 5000 mètres carrés avec de la petite cloison à l'américaine, à l'ancienne. Et mais par contre, c'est intéressant. Ils avaient travaillé avec une artiste et ils ont repris tous les petits capteurs, les circuits imprimés de leur de l'optique qu'ils créent et ils ont créé voilà un petit personnage avec. Et ça, c'est important en fait. Important de voir que il faut pas qu'ils perdent ces choses-là. Ces gens, voilà, ils sont fiers d'avoir créé cette sculpture et dans l'aménagement, dans l'accompagnement que l'on va mener avec eux, voilà, il faut pas le perdre de vue que ils avaient déjà commencé à s'approprier l'espace et voilà et à personnaliser. Pour finir, alors des choses aussi assez simples, c'est de pouvoir personnaliser les murs. Alors là, c'est une société qui est leader dans le café, dans la distribution de café. Alors on retrouve aussi un peu cet environnement du tableau noir et de la possibilité voilà d'écrire sur les murs. Voilà, maintenant on retrouve des choses un peu plus modernes avec des tableaux écritoires pour voilà partager éventuellement, comme je disais, ses passions. Là, c'est Teledyne encore sur la droite où ils font des compétitions ensemble de vélo. Ils sont fiers de mettre en œuvre leur coupe. Voilà, c'est anecdotique, mais il faut pas oublier ça dans l'aménagement, d'avoir des lieux où chacun puisse exposer un peu et s'approprier l'espace. Alors ça, c'est une photo chez nous dans le siège de Chorus. Pareil, c'est assez rigolo, mais donc on a créé on a mis en place un papier peint que chacun peut customiser quand il va aux toilettes. On voit que ça évolue un peu différemment. En général, ça se colorie de plus en plus quand on fait des petites fêtes. Mais donc là, ça a 3 ans, donc c'est pas beaucoup colorié quand même. Mais bon, c'est assez rigolo. Mais bon, en tout cas, on peut dire que voilà, on crée des espaces d'expression. Et pour finir, le vivant, la transition aussi pour Catherine. Donc là, c'est également chez Chorus et on avait créé un événement
lors de notre emménagement, c'était effectivement, on souhaitait végétaliser notre espace, mais le contrat, c'était de dire, OK, on végétalise, mais par contre, c'est chaque territoire qui va devoir entretenir les plantes. Et donc ça, c'est assez intéressant aussi. Ça veut dire que effectivement, certains ont choisi des cactus et chacun a choisi des fougères, quoi. Et donc chaque équipe a aussi la responsabilité d'entretenir le vivant à côté de chez lui, quoi. Donc voilà pour ces quelques illustrations. Super. Et je laisse la main à Catherine. Merci beaucoup, Sébastien. Et du coup, sans transition, on vous propose d'aborder un deuxième thème qui est donc la biophilie. Et donc, Catherine, je te laisse la main. Non, c'est bon. Hein? Oui. Oui, alors du coup, brièvement, juste avant que je donne la parole à Catherine, pas de souci, qui a la gentillesse de nous accueillir dans le siège de BNP Paribas Real Estate. Je vais juste brièvement reprendre ce qu'est la biophilie, puisque la biophilie, c'est la reconnexion entre un bâtiment et l'espace extérieur, qui peut se faire par des vues sur la nature, évidemment, mais aussi par le bruit, par l'odeur. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est particulièrement bien documenté et qui apporte des gains aux entreprises, notamment la réduction de l'absentéisme, l'évitement de la fatigue. C'est prouvé que ça augmente le bien-être, mais aussi la créativité, la performance. Et de façon plus globale, en fait, ça a tendance à diminuer la perception des sentiments négatifs, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, et à renforcer tout ce qu'il y a de positif. Et la biophilie a aussi d'autres aspects positifs, puisque des aménagements paysagers, et on voit notamment via la végétalisation de toits ou de façades, ça apporte d'autres gains, et notamment la réduction des consommations énergétiques, qui est particulièrement intéressante à l'heure des dispositifs éco-énergie tertiaire. Donc, je vais passer la parole à Catherine. Cette fois, c'est la bonne. Je remets ta photo Catherine comme ça. Cette fois-ci, c'est bien moi. Bonjour à toutes et à tous. Ce que je vous propose en fait de faire, c'est de vous expliquer comment chez BNP Paribas Real Estate, on a pris en compte ce sujet du vivant, comme tu viens de le dire, de la nature, de la biophilie, de la biodiversité dans nos métiers, dans ce que l'on propose à nos clients, mais aussi dans les immeubles que l'on occupe. Peut-être un petit rappel pour vous dire que chez BNP Paribas Real Estate, on est donc la filiale immobilière de la banque BNP Paribas et qu'on a 6 métiers qui couvrent l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier. Donc, on est à la fois, on a des équipes de promotion, de property management, de transactions, de conseil en stratégie immobilière, d'expertise et puis d'investment management, c'est-à-dire qu'on crée et on gère des fonds pour compte de tiers. Et donc, ce sujet de la biodiversité, il nous anime depuis un certain nombre d'années et il s'exprime dans nos différents métiers, que ce soit dans les immeubles que l'on conçoit ou les immeubles que l'on gère et voire que l'on occupe. Ça fait partie de des axes forts de notre politique RSE et on considère qu'en fait prendre en compte alors attends, je parle et je dois appuyer sur le bouton. On considère que la prise en compte de la biodiversité, c'est bon, outre une responsabilité, c'est aussi un moyen à la fois d'innover dans nos métiers, mais aussi de réduire évidemment l'impact environnemental de nos activités et puis d'apporter des bénéfices et à la nature et aux occupants des immeubles, voire aux riverains autour des immeubles. Donc, on trouve que c'est important et c'est ça qui permet de rendre les villes plus durables, plus agréables. Moi, je dis plus désirables aussi. Donc, voilà. Alors, je vous propose rapidement de vous expliquer comment on a évolué ce cheminement qu'on a fait depuis plus de 10 ans maintenant. Je vais aller vite là-dessus. Sur cette timelapse, on voit en fait que on avait commencé quand on avait emménagé dans notre précédent siège à Issy-les-Moulineaux en 2011, avec de premières expériences sur des ruches, des murs végétaux, etc. Et puis les choses se sont accélérées à partir des années 2015-2016, où là, dans notre stratégie, on a mis un désengagement fort sur la biodiversité intégrée dans nos métiers. Et puis petit à petit, on a rejoint des initiatives
de place autour des sujets de la biodiversité ou des associations comme le CIBI qui travaillent sur ces thématiques-là. Et on a installé, et je vais y venir en détail tout à l'heure, une ferme urbaine sur les toits de notre siège pour voir comment on pouvait concevoir, gérer et animer des espaces paysagers sur des immeubles de bureaux existants. Voilà. On a continué en allant plus loin, en travaillant avec nos équipes, nos différents métiers sur l'intégration de la biodiversité dans nos métiers et dans nos offres de services. Et ça aboutit à une stratégie en 2020, une stratégie dédiée à la biodiversité qu'on a définie avec toujours nos métiers. Et 2021, on a poursuivi en définissant des indicateurs pour mesurer et piloter cette politique. Et on s'est engagé également dans un groupe de travail de la profession qui s'est lancé en 2021, BIG, qui est Big Impulsion Group, qui a pour vocation de promouvoir la biodiversité dans l'immobilier. Et enfin, 2022, on continue l'aventure avec notre nouvel immeuble de bureau où on a ouvert ce qu'on appelle le rooftop. Et je vais vous en parler en détail, pour lequel on a obtenu le label biodiversité construction avec un score ABAB dont on est content. Voilà, disons-le. Voilà. Donc maintenant, juste un tout petit mot sur notre politique. On l'a défini, je vous l'ai dit, avec les métiers, on a voulu que ce soit très opérationnel. Donc avec les métiers, on a défini des feuilles de route opérationnelles, un outil, une grille d'analyse qui permet d'évaluer le potentiel en biodiversité d'un immeuble ou d'un site, et puis des indicateurs, je vous l'ai dit, sachant que l'idée, c'est qu'on puisse, dès la conception, prendre le sujet de la biodiversité en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas? Comment? Pourquoi? Et avec qui? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et comment ça marche? Donc, première expérience, je vous en ai parlé tout à l'heure, et donc on a sorti une charte d'engagement qui synthétise un peu toute cette politique et qui montre les engagements qu'on a dans nos métiers pour intégrer la biodiversité dans nos activités, mais aussi vis-à-vis de l'écosystème immobilier où on souhaite s'engager pour développer la biodiversité aux côtés de tous nos confrères, concurrents, clients, enfin tout le secteur immobilier. Allez, on y va sur le concret avec la terrasse. Donc, vous voyez les photos ici, les Moulineaux qu'on a quittés il y a maintenant 1 mois et demi. Donc, sur cette terrasse, il ne se passait rien. Et on a décidé, sur les 640 mètres carrés, d'en faire un démonstrateur, à la fois pour nos métiers, mais pour nos clients. Donc, de la manière d'installer, de gérer, d'animer des potagers sur un toit dans un immeuble qui est existant. On avait un deuxième objectif, c'était d'en faire un laboratoire sur ces thématiques-là et sur l'agriculture urbaine, avec des bacs dédiés à des expérimentations en fonction de l'arrosage, de la taille des bacs, du type de substrat. Donc, on mesurait ça régulièrement avec un paysagiste. Et puis enfin, et ça rejoint Groupe Vivéo, c'était l'objectif d'en faire un lieu de détente, mais aussi de pédagogie et de convivialité pour nos collaborateurs, pour, comme le disait Lorraine, Lise, les bénéfices sur le bien-être de l'humain sont révélés par des études académiques, et on voulait voir si c'est ce que ça pouvait donner, en se disant c'est un moyen de se détendre, de créer du lien, de partager, puis d'apprendre. Voilà, ce que c'est de voir des légumes pour les citadins, c'est pas toujours évident. Et puis, quand est-ce que ça se mange, pourquoi il y en a pas, parce que c'est pas la bonne saison, etc. Et donc, voilà ce que l'on a fait. Ce qui était intéressant, c'est que vous voyez sur l'image du milieu des potagers verticaux sur lesquels on avait des plantations, et ces potagers étaient attribués à des équipes de collaborateurs. Et j'insiste un peu là-dessus puisqu'on parle de bien-être, qui leur permettait de venir en groupe accompagné par un community farmer, d'apprendre à cultiver, à planter, à récolter. Et puis c'était un moyen aussi d'aller entre deux réunions, se promener, voir comment ça poussait, manger une fraise ou une framboise, et puis échanger avec des collègues d'autres départements avec lesquels on ne se voyait pas forcément. Voilà, donc un engouement pour ce sujet-là. On a mis notre ferme urbaine en pilote du label Biodiversity Life, qui est en cours de définition, pour aussi apprendre à voir quels sont les éléments importants de ce label.
Je vois qu'il me regarde, donc j'accélère. Non, Deuxième par intérêt. deuxième exemple qui montre encore que on teste sur nous-mêmes et après on le propose à nos clients. C'est notre nouvel immeuble qui était évoqué là. On vient d'arriver fin mars à Boulogne sur ce site Métal 57 et où là on a un terrain de jeu de 3500 mètres carrés sur le toit d'un des bâtiments du site. Sur lequel on a voulu véritablement en faire un réservoir de biodiversité et on a voulu le développer avec les équipes promotion, mais aussi les équipes des architectes, de l'architecte Dominique Perrault, des paysagistes, mais aussi nos équipes property management qui demain qui aujourd'hui maintenant d'ailleurs gèrent l'immeuble, en faire un lieu propice à la biodiversité et au vivant. Et donc, sur ces 3500 mètres carrés, vous voyez sur le petit schéma là en haut, on a toute une zone de 2100 mètres au milieu qui est une zone qu'on appelle réservoir, refuge, où on ne va pas et où il y a différentes espèces plantées qui permettent à la flore et à la faune de se développer pour les animaux de se nicher, de se nourrir. Voilà, de se poser. Et tout ça est en continuité avec tout l'environnement paysager autour de notre immeuble qui est juste en face de la scène musicale à Boulogne. Et puis tout autour, on a aussi voulu développer des potagers, légumes, fruits, légumes et fruits classiques, légumes et fruits oubliés. Et puis des aromatiques, et dans les potagers, donc c'est des potagers pleine terre, puisqu'on était sur un immeuble neuf, donc on a pu imaginer cela, mais comme on dit que c'est un démonstrateur de ce qui peut être fait sur des toitures, on a voulu garder ces fameux potagers verticaux, puisque c'est une démonstration de ce que l'on peut faire sur une toiture ou un immeuble déjà existant, sans gros travaux de transformation. On peut mettre ces potagers qui sont des gabions, qu'on voyait sur la photo d'avant et qui rendent aussi plein de services écosystémiques et puis également aux occupants des immeubles. Voilà. Et on a voulu concevoir, on a conçu aussi de manière écologiquement et environnementalement responsable ce rooftop puisque tout l'entretien se fait sans intrants chimiques. Les déchets servent de compost, les déchets du jardinage, mais on va voir aussi les déchets des restaurants d'entreprise en bas, si on peut les utiliser pour faire du compost. On a, pour éviter, puisque tout le tour de la terrasse, c'est une paroi vitrée, on a veillé à ce qu'il y ait un film anti-collision pour les oiseaux. Et l'arrosage se fait avec l'eau de pluie récupérée et stockée dans des citernes sous-sol de notre immeuble. Voilà, et on a tout un programme d'embarquement de nos collaborateurs sur ces thématiques-là, où les collaborateurs vont pouvoir se promener, les occupants de l'immeuble peuvent se promener sur cette terrasse qui va ouvrir officiellement dans quelques jours. Il y a des prises qui sont prévues un petit peu partout pour qu'on puisse se poser avec son ordinateur, il y aura du mobilier également, autour de ces potagers, et puis des ateliers d'animation pour apprendre toujours avec des jardiniers à cultiver, récolter voilà, et apprendre à travailler le vivant pour tous les bénéfices que ça peut apporter en termes de bien-être. Et puis on veut que ce lieu de détente, de cohésion et de pédagogie soit aussi ouvert sur l'extérieur, puisque c'est une des spécificités de notre immeuble qui est ouvert sur la ville, puisqu'on prévoit aussi de l'ouvrir à l'extérieur de temps en temps pour des écoles, des maisons de retraite, et puis aussi des expérimentations, parce qu'on veut continuer cette histoire d'expérimentation sur notre siège pour voir comment on peut contribuer à mesurer des solutions qui fonctionnent bien en ville. Que vous dire d'autre? On a aussi un volet social inclusif dans cette démarche, puisque tout ce qui sera cultivé sera soit utilisé dans les restaurants au rez-de-chaussée de notre immeuble quand c'est possible, notamment les herbes aromatiques, mais aussi vendu aux collaborateurs et l'argent donné à des associations locales ou encore à des associations du genre, on est en train de chercher, du genre Resto du Cœur ou autre. Et enfin, on a des travailleurs en insertion, 4 jardiniers en insertion d'un ESAT du 13e arrondissement de Paris,
qui sont formés au métier du jardinage, qui accompagnent les jardiniers qui entretiennent cet espace. Donc voilà, on a voulu en faire vraiment un démonstrateur sur tous ces aspects vivants, gestion écologique et lieu de détente et de cohésion pour nos collaborateurs, mais aussi pour nos clients. Et à côté de ça, on continue, et je vous montre rapidement des exemples d'images, de programmes de logement ou de bureaux que l'on développe sur lesquels cette notion de vivant et de nature pour le bien-être des occupants des bâtiments, mais aussi des gens qui entourent ces bâtiments et qui ont vu sur ces espaces pour que le bien-être se développe et que la biodiversité soit mise en avant et valorisée. Donc avec beaucoup d'espaces de terrasses, de toitures végétalisées, de jardins partagés. Donc à Bagneux, c'est un exemple au Mathurin qu'on développe en résidentiel, aussi le arboretum à Nanterre qui est au sein d'un parc de 9 hectares où tous les bâtiments ont des balcons ouverts avec de la végétalisation et puis un parc pareil avec énormément d'arbres endémiques et d'espèces locales qui sont plantées, où les collaborateurs, il y a même une agora où les collaborateurs peuvent faire des réunions en plein air. Ce qui est cultivé et cuisiné dans des restaurants. Voilà. Et puis à la Défense, même sur un immeuble qu'on va lancer de bureaux avec 2000 mètres carrés d'espace vert, dont un rooftop, etc. Donc, pour vous montrer que vraiment ce sujet du vivant, à la fois pour les bénéfices environnementaux, mais aussi sociaux, on le prend en compte maintenant de manière structurée et développée dans nos différents métiers, que ce soit dans les immeubles qu'on conçoit ou que l'on gère. Voilà, j'ai terminé sur cette partie-là. Un grand merci Catherine. Merci, du coup, ça nous a donné tout à l'heure, on a parlé un petit peu d'aménagement d'espace. Là, on est allé plutôt sur l'aspect biophilie, nature vivant. C'était assez sympathique. Rappelez-vous, hein, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, que là, on essaye d'illustrer le travail de fond que vous retrouverez dans la publication. Vous avez des petits schématiques. Et donc, merci à Catherine et Marceline de nous avoir parlé de biophilie. Et on vous propose du coup maintenant d'attaquer la toute dernière partie du webinaire, de parler un peu de qualité d'air intérieur. Si vous l'avez compris, ça fait partie un petit peu des grands enseignements de ce qu'on a mené. La qualité d'air intérieur dans le cadre de rénovation semble être assez souvent un facteur sur lequel ça vaudrait la peine de travailler si on veut aller beaucoup plus loin en confort et bien-être. Et donc, Franck qui est avec nous va décrypter tout le volet qualité d'air intérieur. Franck, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, je suis Franck Chaventré, directeur général de Geon Life. Geon Life est une société qui a pour mission d'optimiser par la mesure les conditions de santé et confort dans le bâtiment. L'objectif étant d'arriver à définir des recommandations d'action pour optimiser les conditions de vie dans le bâtiment. Tout d'abord, quelques notions sur les enjeux de la qualité de l'air intérieur. Il faut savoir que nous passons environ 85% de notre temps dans les lieux clos et le lieu de travail est le lieu où nous passons le plus de temps après notre logement, environ 20% de notre temps. Et la dernière donnée, c'est 15 000 litres d'air que nous respirons chaque jour. Si on fait le parallèle avec la nourriture, c'est 1 litre et la boisson, l'eau, c'est 2 litres. Donc une grande quantité d'air qui s'expose en fait à notre corps. Et si on le conjugue aux différents polluants de l'air intérieur qui sont multifactoriels, plusieurs sources intérieures, extérieures, également nos comportements sont générateurs de polluants à travers les particules, les moisissures, les bactéries, les COV, les composés organiques volatiles. Donc tout ça va créer un cocktail et une exposition qui auront un impact sur la santé, sur le présentéisme, sur les conditions de travail. On a quelques indicateurs qui ont été définis notamment par de grands organisations comme l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, l'ANSES, comme le coût social lié aux polluants intérieurs qui a été estimé à plus de 19 milliards d'euros. Un indicateur intéressant qui est une dégradation de la qualité de l'air intérieur si on est dans un environnement où le renouvellement d'air est pas suffisant et qu'on est exposé à 1000 ppm par exemple de CO2, on a une dégradation de la capacité à prendre des décisions.
Une mauvaise qualité d'air intérieur, c'est 35% une qualité d'air intérieur favorable, c'est 35% de réduction de l'absentéisme pour maladie. Donc voilà, on a beaucoup de bénéfices à tirer d'une bonne qualité d'air intérieur. Et donc c'est l'objectif de cette fiche thématique, d'aboutir à des leviers d'action permettant d'obtenir des conditions favorables. Donc comment agir? Il y a deux volets, un principe de base de précaution, c'est déjà réduire les sources intérieures. Donc pour éviter un danger, ben voilà, on met tout en forme pour qu'il n'existe pas. Et dans le cas contraire, ben on va essayer de garantir un bon niveau de maintenance des équipements de ventilation et assurer un renouvellement d'air neuf suffisant. Voilà, ce sont les principes de base. Et pour aller plus loin, on peut également poser un diagnostic. Et donc, à ce compte-là, il faudra mettre en œuvre un audit du bâtiment, des analyses de plaintes des occupants, des études techniques, des changements réalisables économiquement, s'assurer de la compatibilité avec la GTB et les réseaux de terrain, mesurer en continu éventuellement la qualité de l'air intérieur. Donc là, on va vraiment beaucoup plus loin avec des niveaux d'investissement qui peuvent parfois s'élever. Les leviers d'action qu'on a identifiés sont sur plusieurs durées de retour sur investissement et on les a illustrés notamment pour les systèmes de renouvellement d'air adaptés et bien dimensionnés qui vont conditionner l'un des premiers principes de base, assurer un renouvellement d'air suffisant. Et on le voit à travers les illustrations, une bonne réalisation et une bonne maintenance sont très importantes. La photo de droite en haut, c'était un bâtiment récemment réceptionné. Et là, on pouvait visiblement pas assurer un bon renouvellement d'air puisque la conduite n'était pas du tout raccordée. La deuxième photo, c'est un… Voilà, donc là, c'est… Exactement. Donc, et un retour sur investissement immédiat. La photo d'en dessous, c'est des filtres visiblement qui n'ont pas été changés depuis plusieurs années. Donc voilà, tout ceci, exactement, ce sont des retours terrain très très concrets pour lesquels voilà une maintenance classique vient relever ça et améliorer grandement la qualité de l'air intérieur et l'efficacité des systèmes qui sont mis en place. Donc on a ciblé d'autres possibilités comme la modification du positionnement des amenés d'air neufs de façon à avoir une qualité d'air homogène dans le bâtiment. La gestion des vitesses d'air et des débits de ventilation qui peuvent aussi générer quelques nuisances. La maintenance préventive, nous en avons parlé. Le monitoring de la qualité de l'air intérieur et du confort. Le ROI est assez court aussi. Il permet donc, en déployant une batterie de sondes microcapteurs, de pouvoir superviser la qualité de l'air intérieur, de déclencher des actions, d'informer aussi sur les comportements comment dire, des occupants, d'avoir l'information que l'air extérieur est plus pollué que l'air intérieur, va éviter forcément d'ouvrir les ouvrants le matin, par exemple. On a déjà vu ça sur site où finalement on récupérait de mauvaises analyses parce que l'habitude c'était d'ouvrir le matin alors que le trafic était à sa plus forte affluence. Voilà, donc si on n'a pas l'information, on peut pas gérer ce genre on peut pas savoir, on fait un peu comme on a l'habitude de faire chez nous, mais au final on est au bureau et souvent l'air intérieur des bureaux est quand même mieux maîtrisé que chez nous. Utiliser des mobiliers à faible niveau d'émission, utiliser également des matériaux de seconde œuvre et de finition à faible niveau d'émission sont des paramètres où là le retour sur investissement est plus long, mais permet d'améliorer la qualité de l'air intérieur sur le long terme. Je vais avoir une illustration juste après. Une première illustration sur justement l'information sur la qualité de l'air intérieur suite à la mise en place d'un monitoring, où là on suit la concentration en CO2 dans un environnement faiblement ventilé. Donc il y a certains bâtiments qui est difficile de mettre en place des systèmes de ventilation. Donc le premier jour, pas d'information, et là on voit qu'on atteint des seuils proches des 2000 ppm assez rapidement. Hein, le début de la journée est ici. On n'aère pas et on se retrouve avec en fin de journée avec un cumul de CO2 qui est important. Donc
une incidence sur la prise de décision, le niveau de concentration des collaborateurs. Et le deuxième jour, on informe sur la nécessité d'aérer dès que possible et au moins pendant la pause méridienne. Et là, on voit que même si on reste à des niveaux qui sont un peu élevés, on est de l'ordre de 1000 ppm, on arrive à faire redescendre très rapidement, simplement par l'aération et l'ouverture des fenêtres, à redescendre à des niveaux qui sont acceptables en CO2. Une autre illustration sur le suivi de la concentration d'un polluant spécifique comme le COV avec des sondes microcapteurs. Et là, on voit la difficulté lorsqu'on a justement, enfin l'adéquation, je dirais, entre les économies d'énergie qu'on recherche en mettant off les CTA la nuit parce qu'il n'y a pas d'occupants. Et ben en fait, ce qu'on constate, c'est que la nuit, on a une augmentation de la concentration en polluant, de ce polluant, donc rien de très dangereux, mais on a beaucoup de mal après, quand la journée commence, à épurer en fait ce niveau de concentration et il remonte ensuite la nuit suivante. Donc là, il y a des optimisations à aller rechercher, peut-être revoir aussi la conception. Et c'est ce que je mets en conclusion. Une bonne conception, c'est moins d'émissions parce qu'on va réfléchir aux matériaux, on va réfléchir à un système optimal. Et une bonne réalisation, c'est une bonne épuration de la qualité de l'air intérieur, parce qu'on a vu tout à l'heure à travers les illustrations que on peut avoir un bon système, une bonne gestion, un bon système, mais s'il n'est pas raccordé jusqu'au bout, ben ça va forcément pas marcher. Et puis un bon suivi, une bonne gestion, il faut entretenir et maintenir les équipements pour assurer avec pérennité une bonne qualité d'air intérieur. Voilà, j'en ai terminé. Super, merci beaucoup. De rien. Très bien, merci. Donc, je remercie Sébastien, Lise, Catherine et Franck qui vous ont illustré un petit peu le travail de fond qu'on a pu faire. Donc, comme évoqué en préambule, on vous diffusera à l'issue du webinaire début de semaine prochaine. Là, vous aurez accès à la publication. On compte sur vous, évidemment, pour vous en délecter. Et puis, n'hésitez pas à nous faire des retours. Hein. Plus on a des retours sur les travaux qu'on mène, plus on est heureux, évidemment. Juste pour votre information, donc à présent, on a pris la décision d'approfondir le sujet de la qualité d'air intérieur, puisque manifestement, ça semble être quand même un levier, en tout cas dans le cadre des rénovations. Hein, je refais la précision qui est quand même assez souvent cet effet de facteur limitant. Donc le Hub a pensé que ça pouvait valoir la peine de mener des travaux un peu plus approfondis pour mieux comprendre quelles étaient les actions qui allaient permettre de libérer ce facteur qui potentiellement peut impacter très lourdement le confort, le bien-être et même la santé. Donc ça vaut la peine d'y travailler. Voilà, donc en tout cas, on travaille très fort sur la qualité d'air intérieur. On vous reviendra après l'été avec des choses assez intéressantes et appétissantes à partager. Voilà en tout cas pour le webinaire d'aujourd'hui. Un grand merci à vous en tout cas pour votre intérêt. On a été une petite centaine aujourd'hui. Donc vous aurez la possibilité d'accéder à la visio hein, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Le vidéo, vous l'avez compris, hein, c'est un ensemble d'acteurs qui ont vraiment la volonté d'accélérer la prise en compte du confort et du bien-être dans leur pratique immobilière, avec cette volonté de mesurer ce confort, ce bien-être et d'aller même jusqu'à la financiarisation, puisqu'on parle d'euros. L'idée étant de passer à l'acte, voilà, de passer à l'action. On l'a vu, il y a plein de choses faciles à faire, il y a des trucs plus durs, plus compliqués. Mais en tout cas, tout ce qui semble simple, eh ben, on se dit ça peut valoir la peine de mettre en place un peu une boussole, des outils très concrets pour aider à passer à l'action et puis améliorer le confort et le bien-être des utilisateurs. Voilà, on va finir sur cette note positive. On vous laisse un petit contact. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez réagir par rapport aux travaux qu'on mène ou encore mieux, même nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. Donc, n'hésitez pas, la famille du Hub Vibéo grandit et on sera très heureux qu'elle grandisse dans les prochains mois si le cœur vous en dit. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Il n'y a pas d'autres questions qui ont été posées. Et on vous souhaite de belles vacances d'été. Ça se rapproche à grands pas. Et puis, on revient vers vous après l'été avec plein de choses sympathiques, notamment sur la qualité d'air intérieur. Voilà, merci à tout le monde et à bientôt.